Au sommaire de cette édition, onction prophétique après la Côte d'Ivoire se tient au Gabon avec le pasteur Sam et le prophète Franck Assaré. La 3e édition des journées de promotion de produits dérivés de la viande de porc s'est achevée récemment à Abidjan. La lutte contre le braconnage des rhinocéros en Pâques Crugé. Enfin, régional accord PS-PRG après de laborieuses tractations. Mesdames et messieurs, bienvenue sur The Blessing Channel. Merci pour votre fidélité. Nous ouvrons ce bulletin d'information en rédition. L'homme de Dieu, le prophète Franck Assaré, venu de l'Afrique du Sud, a été utilisé par le Saint-Esprit pour libérer les captifs. C'était à l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé 220 logements. Onction prophétique du mois de juillet a respecté toutes ses promesses avec la présence du prophète Franck Assaré venu de l'Afrique du Sud. Un grand moment de restauration, d'enseignement et d'action prophétique qui se tient à l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé 220 logements du dimanche 19 juillet au vendredi 24 juillet 2015. La puissance de Dieu se manifeste grandement à travers ce programme de prière. Ce lundi 20 juillet, les fidèles venus de divers horizons ont répondu nombreux à l'appel pour communier avec le Saint-Esprit. Et en présence de plusieurs serviteurs et servantes de Dieu, particulièrement le révérend Samuel Monté qui a introduit le prophète Franck Assaré. L'homme de Dieu a exploité le thème « Éliminer ton Goliath ». Le Goliath représente les situations qui nous empêchent d'avancer, de prospérer. You cannot go back. Tu ne peux pas retourner. You cannot go forward. Tu ne peux pas avancer non plus. If you see your life and there is no improvement. Si tu vois ta vie comme s'il n'y a pas de progrès, means a Goliath is standing in front of you. Ça veut dire qu'il y a un Goliath devant toi. And it will be very difficult. Et il te sera très difficile to pass such a giant. De passer de telle sorte de géant. The only way you can go forward. La seule manière pour toi d'avancer is to kill the giant. C'est de couper sa tête. Onction prophétique, moment fort de prière et aussi de délivrance à travers le ministère rendu par l'homme de Dieu. Le prophète Assaré, conduit par le Saint-Esprit, a opéré et ce sont plusieurs personnes tenues captives par le diable qui ont été libérées. Au nom de Jésus, tout ce que tu as perdu, nous te redonnons. Tout ce que tu as perdu, nous te redonnons. Nous te redonnons tout ce que tu as perdu. Nous te redonnons tout ce que tu as perdu. Pour prier, c'est pas. Dieu vous bénisse. Onction prophétique après la Côte d'Ivoire se tient au Gabon avec le pasteur Sam et le prophète Franck Assaré. Les hommes de Dieu ont été invités par l'évêque Mapakou du Gabon pour ce programme dénommé Onction prophétique, suivant les temps forts. Spécial dénommé Onction prophétique du 26 au 29 juillet 2015. Ce programme qui se tient habituellement en Côte d'Ivoire à l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé 220 logements tous les mois a été spécialement déplacé au Gabon. Un moment d'enseignement, de restauration et de prière. Ce programme se tient à Libreville avec le pasteur Sam de la Côte d'Ivoire et le prophète Franck Assaré de l'Afrique du Sud. Invité par l'évêque Mapakou, président fondateur de l'église La Chapelle des Solutions de Libreville. Le rendez-vous du corps du Christ dans la capitale gabonaise a réuni fidèles et serviteurs de Dieu afin de bénéficier d'un moment de bénédiction. Le prophète Franck Assaré, orateur principal du jour, a enseigné le peuple sur les malédictions qui doivent être brisées. Selon l'homme de Dieu, Dieu pardonne les péchés, mais brise les malédictions. Les malédictions, on ne pardonne pas les malédictions. On doit briser les malédictions. Il forgives a sin. Dieu pardonne le péché, but he breaks a curse. Mais il brise les malédictions. For instance, par exemple, David sinned, a péché, sleeping with Bathsheba, couchant avec Bathsheba, and killing the husband Uriah. Et en tuant son mari Uriah. God forgive him. Dieu a pardonné. The same day the prophet Nathan came to him, God forgive
où le prophète Nathan est venu vers Dieu, Dieu a pardonné. But the curse Mais la malédiction était toujours là. Why? Pourquoi? He asked for Il forgiveness a demandé le pardon without breaking the curse which came. sans briser la malédiction qui allait suivre ce péché. Cette nourriture spirituelle a restauré le peuple et préparé l'atmosphère afin que l'homme de Dieu rende le ministère. Des moments de délivrance ont été opérés. Le Saint-Esprit s'est grandement manifesté. Onction prophétique dans la capitale gabonaise connaît du succès. En partenariat avec des écoles au Maroc, le service d'orientation de Béni TV organise les journées portes ouvertes pour les études au Maroc du 30 juillet au 1er août dans ses locaux. Après l'obtention du bac, nombreux sont les étudiants qui s'orientent en cascade vers des filières de formation dans des grandes écoles et universités qui ne leur apportent pas de capacité professionnelle pouvant déboucher à un large éventail de possibilités d'emploi. Ainsi, après le parcours scolaire de l'étudiant, il a du mal à s'inscrire dans le milieu professionnel. Les politiques africaines accordent une place prépondérante à l'éducation et à la formation des jeunes, piliers de développement économique d'une nation. Mais l'enjeu de l'orientation professionnelle des jeunes constitue aujourd'hui encore une problématique d'actualité qui nécessite un diagnostic soutenu et des actions concrètes. Cette question importante qui s'inscrit dans le cadre des priorités de l'action gouvernementale de nombre de pays africains justifie les nombreuses initiatives multisectorielles menées pour faciliter l'insertion des jeunes. Cependant, ces initiatives, si elles demeurent inconnues et méconnues par leurs cibles, risquent de ne pas atteindre les résultats escomptés. En effet, le taux de chômage et de sans-emploi pourrait être, à notre avis, la résultante d'une mauvaise orientation professionnelle. Car, à défaut d'information, l'élève court le risque de mal s'orienter tant au niveau de sa formation qu'au niveau de son insertion professionnelle. Le service d'orientation de Béni TV en partenariat avec des écoles françaises au Maroc organise les journées portes ouvertes pour les études au Maroc du 30 juillet au 1er août 2015 de 8h à 15h à Abidjan Cocody Riviera Bonoumen Carrefour Djedjemadi. Ces journées portes ouvertes se valent une importante plateforme d'échange entre les élèves, les étudiants et les parents d'élèves, les universités et les grandes écoles françaises au Maroc et les spécialistes et conseillers en orientation afin de contribuer à une meilleure orientation professionnelle. Les objectifs de ces journées portes ouvertes se déclinent comme suite. Créer la rencontre entre l'étudiant et le conseiller en orientation professionnelle. Guider l'étudiant dans sa démarche vers une école française, américaine ou britannique au Maroc, informer le public, à savoir les parents d'élèves, les étudiants, les bacheliers, les non-bacheliers, sur les dispositifs de formation en lien avec les secteurs porteurs et d'avenir. Faire découvrir de manière concrète le monde de l'entreprise, les métiers, les savoir-faire. Informer les jeunes sur les démarches relatives à l'obtention d'une bourse d'études étrangères. Ces journées portes ouvertes s'articulent autour de plusieurs activités. Nous aurons des points d'information sur les écoles au Maroc, des conseillers d'orientation psychologue pour les entretiens personnalisés, des débats en accès libre sur les informations, ou du moins sur les formations des métiers d'avenir. Ce serait une plateforme d'échange entre les élèves qui souhaitent étudier à l'étranger et les spécialistes du monde de l'orientation professionnelle sur le plan international. Nous attendons pour ces journées portes ouvertes les élèves, les étudiants, les parents d'élèves, les jeunes en quel emploi pour une orientation et pour aussi une réorientation professionnelle. Il faut donc coacher, orienter l'étudiant dans ses filières adaptées à son profil. Et la destination Maroc donne l'occasion aux étudiants qui désirent obtenir un diplôme international, français, anglais, canadien, américain, de réaliser leurs rêves.
La 3e édition des journées de promotion de produits dérivés de la viande de porc, J-Porci, s'est achevée récemment à Abidjan. Pendant 4 jours, les visiteurs venus nombreux à la Kestap, à travers les expositions et les conférences, ont pu découvrir les entreprises, les organisations de la filière porcine. Cadre d'échanges, de rencontres et de découvertes pour le public et les acteurs de la filière porcine. La 3e édition des Journées du porc en Côte d'Ivoire, J-Porci, a tenu toutes ses promesses. À la grande joie des organisateurs qui se félicitent de l'affluence enregistrée pendant ces journées. Bon, vous savez, c'est la première journée est pour nous un baromètre et il y a eu du monde. Donc nous sommes satisfaits. Pour moi, les J-Porci 2015 sont déjà une réussite. Toute la journée, il y a eu du monde. La conférence d'aujourd'hui sur le thème la rentabilité dans un élevage de porc, c'est vraiment très bien passé. Les gens ont posé beaucoup de questions. C'était très intéressant. Ensuite, les discours en la présence du ministre aussi ont été très intéressants. Donc pour moi, cette première journée s'est bien passée. Voilà. Les acteurs de la filière ont échangé avec le public sur les techniques de production animale, la transformation de la viande de porc et la qualité des produits dérivés. Les éleveurs apprécient l'initiative. Je pense que ce salon est déjà la bienvenue parce que c'est en fait, ça permet aux éleveurs, sinon aux acteurs de la filière porcine, de pouvoir s'exprimer. Je veux dire de pouvoir tisser des liens de fraternité, des contacts, échanger des contacts afin de tisser des partenariats. Donc nous, étudiants dans la dite filière, je veux dire que c'est pour nous l'occasion de pouvoir venir se frotter au monde de l'élevage en fait. Les journées de la promotion du porc et de ses dérivés sont une initiative qui a le mérite d'être encouragée et soutenue par les autorités étatiques. Mais vous savez, tout à l'heure, nous avons eu à le dire. Nous sommes ici dans le cadre des journées J-Porci, dont l'objet consiste à faire la promotion de la viande de porc. La viande de porc, de plus en plus, est consommée par les populations ivoiriennes. En organisant ces genres de journées, notre objectif, c'est de présenter tout ce qui est en rapport donc avec la viande de porc, les dérivés dont on a parlé tout à l'heure. Et je crois que la viande de porc constitue une protéine animale appréciée donc, de nos populations. Malheureusement, du point de vue de la production locale, nous sommes déficitaires. Et la plupart donc, des denrées animales issues donc, de ce secteur-là nous arrivent de l'extérieur. Donc en engageant de telles journées, nous voudrions que les Ivoiriens, en venant consommer la viande de porc, puissent eux-mêmes devenir des éleveurs de porc, qui est un élevage à cycle court et où la reproduction se fait facilement. Donc nous sommes ici pour célébrer donc, ces journées et pour faire savoir aux Ivoiriens que la viande de porc non seulement est une viande propre, mais c'est aussi une viande blanche. C'est vrai, d'ordinaire on dit qu'il y a beaucoup de graisse, mais la graisse c'est autour de la viande. Cette 3e édition des J-Porci a été marquée par la remise des prix Cochon Ivoire du meilleur éleveur 2015 à Germain Nagoya. Il est lauréat pour la 2e année consécutive. Les femmes de la coopérative Grâce Divine spécialisée dans la vente de la viande de porc ont reçu des initiateurs de ces journées de promotion de la production et de la transformation du porc 50 blues, une manière de les encourager pour leurs activités.
À l'international, le président français François Hollande a de nouveau promis lundi 27 juillet, lors d'un déplacement dans le Var, le soutien du gouvernement aux agriculteurs qui ont mis en place des blocages aux frontières avec l'Allemagne et l'Espagne. Regardez. Nous devons agir. Et donc le ministre de l'Agriculture a fait en sorte que nous puissions faire la pression nécessaire sur les distributeurs, sur les transformateurs, sur les abatteurs. Nous avons des prix à relever et je pense que ça fait partie aussi de ce que les consommateurs doivent comprendre. Il y a aussi des origines qui doivent être bien précisées parce que nous avons le devoir de consommer ce que nous produisons ici dans notre pays. Et puis il y a l'approvisionnement dans nos cantines, dans nos lieux de vie collective. Et là aussi, il y a un effort à faire. Mais ça sera toute cette action-là qui produira ses effets. Et je n'oublie pas la rencontre qui va avoir lieu, la réunion du Conseil européen sur l'agriculture, que le ministre a voulu et qui va avoir sa place au début du mois de septembre. Mais d'ici là, nous continuons la pression et que les agriculteurs soient sûrs, action ou pas action, que nous sommes à leur côté. À quelques centaines des collines de Bamiyan abritent un autre type de locataires, des familles pauvres installées, faute de mieux, dans les caves creusées par des moines il y a près de 2000 ans. Le paysage est magnifique, mais Hadji Hussein y renoncerait sans hésiter. Il habite dans les collines de Bamiyan, en Afghanistan, dans l'une des centaines de caves creusées par des moines bouddhistes il y a presque 2000 ans. Mais ça, le vieil homme l'ignore. Sans terre ni argent, il s'est installé ici il y a 30 ans, faute de mieux. Ce n'est pas bien ici, ça n'a jamais été bien d'habiter ici. Vous voyez le chemin? C'est très difficile de grimper jusque-là et de redescendre ensuite. Et c'est la même chose pour avoir de l'eau. Hadji Hussein, sa femme et leurs 3 enfants vivent à seulement quelques centaines de mètres des célèbres statues de Bouddha dynamitées par les talibans en 2001. Cet ouvrier agricole gagne l'équivalent de 2 € par jour. De quoi nourrir sa famille et récemment construire une extension à leur cave, trop petite pour eux 5. Notre situation est correcte maintenant parce que mon père travaille toujours. Quand on a besoin d'argent, il en donne pour acheter des livres et des cahiers. Mais quand ce sera mon tour, alors on déménagera dans le coin ou ailleurs, si Dieu le veut, si j'arrive à aller à l'université. Sous les talibans, beaucoup d'habitants ont fui les montagnes pour se réfugier dans ces abris de fortune, certains tout près des Bouddhas géants. 2 ans après la chute du régime, le site a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et le gouvernement local a décidé d'agir. Si les gens habitent ici, ils détruisent les caves et les peintures murales. Et nous devons préserver tout ça. C'est pour cette raison que nous avons décidé de déloger les personnes vivant ici. Depuis, 251 familles ont quitté leurs caves et ont été relogées par des ONG. Mais alors que le soleil se couche sur Bamiyan, celles qui restent se préparent à passer une nouvelle nuit dans les collines. Le parc Kruger, le plus grand parc sud-africain où vivent l'essentiel des rhinocéros du monde, fait face depuis 2007 à une hausse exponentielle du braconnage alimenté par le marché noir de la poudre de colle en Asie. Ali a tout l'enthousiasme d'une jeune recrue. Endurante et intelligente, elle sait suivre une piste dans la brousse sur plusieurs kilomètres et attaquer ses ennemis. C'est un berger malinois, une race réputée chez les sauveteurs et militaires du monde entier. Elle fait partie de la brigade canine du parc Kruger qui compte une trentaine de chiens, bientôt 40, entraînés quotidiennement à arrêter les braconniers. Son maître, un ranger sud-africain, préfère rester anonyme par peur des représailles. Quand la terre est dure, vous ne voyez pas les traces. Ou quand il y a beaucoup d'herbe, ce n'est pas facile de voir les traces. Mais les chiens ont leur flair et ils sont très rapides. Dès que vous détachez la laisse, si les empreintes sont fraîches, ils partent très vite. C'est facile pour eux. Et quand les braconniers s'enfuient, le chien peut les poursuivre et en attraper un. Quand une carcasse de rhinocéros est découverte dans le Kruger, un chien est lâché sur les lieux, aux trousses des braconniers, son maître à la suite. En 2014, plus de 1200 rhinocéros ont été tués en Afrique du Sud, dont plus de 800 dans le parc. Un triste record qui devrait encore augmenter en 2015.
Le parc peine à faire face, mais les succès de la brigade canine apportent un peu d'espoir. Une fois arrêtés, les braconniers passent tous par la cour de Skukuza, dans le parc. Ils ont généralement affaire à Hans Siefenter, procureur spécialiste du sujet depuis 6 ans. Quand j'ai commencé, c'était rare. C'était une exception à la règle d'avoir un cas de braconnage de rhinocéros. Aujourd'hui, ici, toutes les semaines, il y a de nouvelles arrestations, de nouvelles affaires. On n'arrête pas. Ça prend le dessus sur toute notre vie. Le parc Kruger se situe tout le long de la frontière du Mozambique et la plupart des accusés viennent de ce pays où plus de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Des gangs puissants recrutent des braconniers pour alimenter le marché noir de la poudre de corne en Asie. Mais même quand ils sont arrêtés, les condamnations sont longues à obtenir. Vu les énormes sommes d'argent que représente le braconnage des rhinocéros, les accusés obtiennent en général les meilleurs avocats possibles. Il faut reporter l'audience jusqu'à ce que l'avocat soit disponible, et puis ils ont droit à une copie du rapport d'enquête. Ils ont droit à du temps pour s'entretenir avec leurs clients. C'est un long processus. Ça prend du temps. Et souvent, la défense utilise des tactiques pour tout retarder. Ce jour-là, Elliot Manzini, père de 6 enfants, est condamné à 7 ans de prison ferme pour entrée illégale sur le territoire et possession d'armes à feu et de munitions. Une petite victoire pour la cour de Skukuza et la brigade canine, mais alors que les gangs utilisent des techniques de plus en plus sophistiquées, les équipes du Kruger parviennent à peine à ralentir le massacre. Comme promis, les agriculteurs ont repris leur action en érigeant notamment des barrages en Alsace à la frontière de l'Allemagne pour refouler tous les camions chargés de produits agroalimentaires étrangers. Ça a été transformé en Allemagne. L'origine de la viande n'est pas indiquée. Donc elle peut venir d'Espagne, de Belgique, de Hollande, de Danemark, d'Allemagne, de Pologne, n'importe où. On n'en sait rien. Et derrière, ça s'appelle Saint-Albi, on dirait voilà, un nom bien français, une transformation française, un produit, un cochon français. Ce qui n'est apparemment pas du tout le cas. Vous avez l'exemple d'un camion qui vient d'arriver avec de la viande en provenance d'Allemagne et qui va tout simplement être livré chez nous en Alsace et être transformé ici et revendu sans doute sous l'appellation transformé en France. Et le consommateur pensera sans doute acheter de la viande française alors que c'est de la viande allemande. Les aides, ça ne nous intéresse pas, c'est pas avec les aides qu'on vit. Tout le monde qui dit qu'on vit avec les aides, on veut des prix. Et tant qu'on n'a pas de prix, on sera dehors. Pour la police, c'est un record depuis 2011. Elle a mis la main dimanche sur près de 6 tonnes de résine de cannabis destinées à la région marseillaise. D'abord 150 kg lors d'une transaction en flagrant délit, puis de 5,6 tonnes lors d'une perquisition dans une villa à Vitrolles. Ce n'est pas moi qui ai réussi à remonter jusqu'à eux. Ce sont les enquêteurs et les policiers qui ont fait un travail admirable. Du Maroc jusqu'à ici, grâce aussi, je veux le souligner, à la coopération avec les services marocains et les services espagnols. C'est une réussite qui permet aussi de saluer le travail que mènent l'ensemble des forces de police, de sécurité dans l'ensemble des pays concernés. Et c'était une belle preuve de coopération et je veux remercier les autorités marocaines et espagnoles en particulier. Ce sont des trafiquants qui, pour ceux qui ont été arrêtés, sont domiciliés dans la région parisienne, mais visiblement avaient des complicités ici, parce qu'il y avait donc un domicile qui avait été choisi justement pour accueillir cette drogue et pour la distribuer. Donc ce sont maintenant les complices qu'il nous faut rechercher, trouver et faire condamner. Merci. Merci. Le premier secrétaire PS Jean-Christophe Cabadelli et le président du parti des radicaux de gauche PRG ont annoncé lundi 27 juillet un accord entre leurs deux formations en vue des élections régionales en décembre. Et je crois que le bon alliage a été trouvé dans l'intérêt général des régions. C'est, me semble-t-il, l'élément essentiel, car il s'agit de faire en sorte que les régions soient bien administrées. La plupart sont à gauche et il est nécessaire qu'elles le restent. On ne peut pas dire on va gagner 20 régions, puisque en métropole, il y en a plus de 13. Donc c'est un nouveau combat. C'est un combat dans des ensembles beaucoup plus grands,
qui seront, à notre avis, sur le plan économique, beaucoup plus efficaces. Mais c'est un peu un départ dans l'inconnu. Personne ne peut dire comment va réagir l'opinion dans ces ensembles beaucoup plus grands qui mêlent d'anciennes régions. Donc on veut faire le maximum et rien ne nous permet de dire que nous avons perdu aujourd'hui. L'accord entre socialistes et radicaux, pardon Jean-Christophe, il n'est jamais vraiment naturel. En tout cas, il n'est jamais spontanément naturel. Mais ce dont je suis convaincu, c'est qu'il est toujours nécessaire. Nous sommes assurés, quel que soit le résultat des élections, de voir le nombre de conseillers régionaux radicaux en augmentation significative. Nous sommes mis d'accord sur le fait que partout la gauche serait majoritaire, les radicaux participeraient à l'exécutif avec une vice-présidence. Nous nous sommes mis d'accord sur une vision globale, programmatique, région par région. Voilà, je crois qu'il y a là les termes d'un bon accord tel que nous le souhaitions et tel que nous avons réussi à le construire. Haïfa Massaoui, une culturiste de Bahreïn, défie les stéréotypes propres aux femmes du Golfe et rêve de reconnaissance internationale après avoir perdu l'espoir d'être considérée comme une athlète dans sa région. Lorsque j'étais beaucoup plus jeune, je n'avais ni l'expérience ni le savoir-faire pour devenir culturiste. Et ce n'était pas facile de le devenir parce que j'étais encore étudiante. Ce n'était pas facile dans notre société où la pratique du bodybuilding est si rare pour les femmes. C'est mon rêve et je veux l'accomplir. Alors si le Portugal peut m'aider, pourquoi pas. Mais j'espère un jour défendre les couleurs du Bahreïn. Il est vrai que nous portons un bikini en compétition, mais on ne fait de mal à personne. Nous ne faisons que montrer le résultat sur notre corps de tant d'efforts. Les hommes me demandent souvent pourquoi je fais de la musculation. Ils me disent « Vous êtes une fille et vous allez ruiner votre corps ». Mais je ne ruine pas mon corps. J'aime mon corps et c'est la raison pour laquelle je pratique ce sport. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et Dieu vous bénisse. À bientôt.